Bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de photos, mais aussi de tous les métiers créatifs. Je suis Elisa et sur ce format, je souhaite aborder des sujets importants et parfois un peu tabous. Le but, c'est de se sentir moins seul et d'essayer d'avoir des réponses à travers des témoignages. Aujourd'hui, on va parler thunes. L'argent, quand on est indépendant, c'est pas toujours un sujet super léger. Avec Lynn, on a décidé d'aborder ce sujet très vaste à travers nos expériences. Qu'on le veuille ou non, l'argent et sa gestion est un facteur clé quand on vit de son entreprise. Et il faut en parler. Bonjour Lynn. Hello. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter ? Ok, du coup, sans surprise, moi, c'est Lynn. Je travaille sous le pseudo It's Made by Chloé depuis bientôt 7 ans. Je suis photographe professionnelle à mon compte depuis bientôt 6 ans. Ok. Alors aujourd'hui, je t'ai invitée parce qu'on va parler d'un sujet très vaste, qui est l'argent. Les sujets qui Voilà, fâchent, on l'argent adore. en tant que freelance. C'est un Ouais. peu plus niche, mais l'argent en tant que freelance, c'est vraiment le nerf de la guerre, hein. Mais qu'importe le domaine, mais en freelance, c'est quand même super important parce qu'on est seul. Et si on ne sait pas gérer sa thune ou juste comment gérer certains sujets... Pour moi, l'argent, c'est un vrai sujet, surtout là, dans le contexte d'un freelance, en fait, où du coup, si derrière, tu n'as pas une trésorerie, tu n'as pas mis de l'argent de côté, de la famille sur qui compter, ou des actifs ou autre chose, ça peut vite être anxiogène et ça peut un peu bousiller ton rapport à ton activité aussi. Ça peut te dégoûter, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est le truc qui, en fait, pour ça dépend moi, de chacun, la situation. Ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont justement pas de famille sur qui s'appuyer. Ouais. Moi, du coup, je ne connais pas ça parce que j'ai toujours eu ma famille. Donc, du coup, à côté, moi, j'étais en mode, oui, si un jour j'ai je peux toujours retourner chez mes parents, tu vois. Ouais, Ils m'accueilleront avec grand plaisir. Mais il y a des gens où ça ne se passe pas comme ça. C'est différent dans chaque famille. Donc, c'est très important que chacun puisse définir ses besoins et réagir en conséquence. Puis ton rapport à l'argent, il se construit avec ton histoire, avec toi aussi. Moi, je sais que j'ai un rapport hyper anxiogène à la thune. Ouais. Mais ça, c'est lié à mon histoire, tout simplement, parce que rapidement, je l'explique, mais mes parents se sont séparés. Quand j'étais très jeune, je suis partie avec ma mère et puis on a été dans la merde, quoi. Ouais, donc j'ai connu l'argent était un sujet très présent dans ta vie quand tu étais jeune, quoi. C'est ça, j'ai connu des phases où ça allait pas du tout, des phases où ça allait mieux, puis quand tu reconnais des phases où ça va pas du tout, ça impacte aussi ta qualité de vie, tes projets, puis même en fait tu dors pas de la même manière la nuit, quoi. Ouais, quand tu te demandes un petit peu comment tu vas faire, puis moi je me suis fermé des portes à cause des finances. C'est pour ça que je suis pas du tout partie tout de suite sur la voie que je voulais, que j'ai fait médecine. Je me suis pas du tout autorisée à partir tout de suite dans l'audiovisuel, la photo, etc. Parce que dans le public, va dégoter une place. Si tu n'as pas un dossier en béton, si tu ne connais pas quelqu'un, c'est hyper compliqué. Et puis, dans le privé, pour moi, c'était juste inenvisageable. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait une première année de fac. Et puis après, moi, je n'ai même pas fait l'année, j'ai fait un semestre. Et puis, j'ai dit à ma mère, non, je ne peux pas. Et du coup, on a passé un deal. J'ai bossé dans la vente, en fait, pour financer mon école. Et puis, du coup, j'ai toujours travaillé. J'ai commencé à bosser à 17 ans. Pour financer tout ça et j'ai continué à bosser toutes mes études en parallèle. Donc, je faisais les nocturnes à Vélizy chez l'Occitane en Provence. Voilà. Je faisais ça, je faisais les week-ends, tous les étés, donc j'avais pas de vacances. Donc, c'était un rythme que j'ai accepté, mais qui était très fatigant. Mais parce que j'avais une telle peur de manquer, en fait. Donc du coup, disons que mes débuts en entrepreneuriat, ils ont été un peu teintés de tout ça, quoi. Ouais. Parce que tu te lances en te disant, il faut que j'y aille, en fait. J'ai monté ma boîte parce que je trouvais pas du tout ma place sur les tournages, en école de cinéma, tout ça. En fait, ça m'avait pas du tout plu. Ouais. Donc je suis retournée à mon amour principal, qui est du coup la photographie. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai lancé ma boîte au début... je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre, let's go. Mais j'avais quand même très peur parce que j'avais déjà un loyer à assumer, j'avais déjà des charges. Alors qu'il y en a qui sont encore chez leurs parents et du coup, en fait, ils peuvent facilement prendre plus de risques. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé quand j'étais alternante. Donc, c'était pas mon truc principal, donc j'avais pas de risque à prendre. Ça allait, tu vois. Du coup, on a déjà commencé à parler de ce point-là, mais du coup, je voulais parler, pour commencer, de ta relation à l'argent, de tes débuts, du coup, que tu as déjà bien abordé, et maintenant, tu vois. Du coup, je vais parler aussi de mon expérience. Moi aussi, j'ai travaillé quand j'ai commencé à travailler, je crois, à 15 ans. J'étais dans les champs. Parce qu'en fait, mon grand-père, il faisait plein de fruits et légumes. On avait vraiment beaucoup de trucs. Et en fait, on avait trouvé un arrangement avec une personne qui faisait des marchés et tout machin. Donc, on fournissait des haricots verts. Et j'avais mal au dos. Mais du coup, ça me permettait de... En fait, mes parents, ils m'ont vite appris que en fait, si je voulais m'acheter des trucs,
Fait que je me démerde. Ouais. Donc en fait, j'ai travaillé, donc je travaillais l'été. Je faisais pas les vacances scolaires par contre. J'ai fait 1 ou 2 fois le muguet, c'est pendant les vacances de mai et tout. Horrible, genre vraiment, c'est très très dur. Genre t'as pas le droit d'être à genoux, t'as pas le droit d'être assis, il faut être accroupi. Ouais, les genoux. Tout le temps, qu'importe le temps, des fois c'est Ouais. tempête, et ouais, et puis ça t'apprend la valeur de l'argent. C'est clair. Du coup, ouais, moi je travaillais l'été, ouais, pareil, j'ai travaillé tout le temps. Il y a peut-être eu un été où un jour j'ai pris peut-être 3 semaines. Et c'était trop bizarre. J'étais comment ça l'été, on peut ne pas travailler. Hein. Mais du coup, ouais, j'ai été habituée à ça. Et du coup, maintenant, moi, ça a l'air quand même assez proche, tu vois. Ça fait qu'1 an que j'ai commencé mon activité à 100%. Donc on va dire que par rapport... mes jobs d'été sont pas si loin que ça, tu vois. Mais toi, du coup, tu as plus d'expérience. Donc maintenant, du coup, ton rapport à l'argent a dû évoluer. Mais tu dois avoir toujours des séquelles, entre guillemets, tu vois. Ouais, bah forcément, je pense en fait que c'est pas linéaire parce que l'activité d'un freelance ne l'est pas, déjà par essence. Donc si tu veux, 2019, l'année où je crée ma boîte, ça se passe à merveille. Vraiment, je trouve des clients tout de suite, j'ai très peu besoin de démarcher. Mais en même temps, j'ai passé un nombre incommensurable d'heures à faire mon site internet seule, à travailler les réseaux sociaux, m'inscrire sur des plateformes, faire du lien en fait. Donc ça a très bien marché comme ça, mais ensuite est arrivé le Covid et j'ai eu énormément de chance parce que j'avais assez d'ancienneté pour pouvoir bénéficier des aides. C'est vrai. Voilà, chose qui n'est pas arrivée à tous les freelances qui ont créé leur statut genre en février 2020. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça très dur pour les autres, mais du coup, bon, d'une certaine façon, moi, ça m'a beaucoup rassurée par rapport à mon rapport à l'argent et par rapport à ce que je vivais aussi à ce moment-là. Et du coup, ça a quand même continué à fonctionner. J'ai eu les aides, donc je m'en suis bien sortie. 2021, ça se passe super bien. Donc 2022, je décide de changer de statut, de quitter la micro-entreprise pour l'entreprise individuelle. Et là, ça va être un peu le début d'un cauchemar qui, pour moi, se termine enfin. Parce que du coup, 2022, je gagne bien ma vie, ça marche très bien, je suis trop contente. Je ne regrette pas mon choix. 2023, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est cassé la gueule. J'ai très peu bossé entre janvier et mai, ce qui a été très, très, très anxiogène. Source de remise en question sans fin, en fait. Parce que du coup, tu sais pas... Tu fais rien. Tu tournes en rond et forcément, à un moment donné, tu commences à baliser, à parano un peu en te disant est-ce qu'à un moment, j'ai dit un truc à quelqu'un ? Est-ce que j'ai fait un truc ? Est-ce que j'ai écrit quelque chose ? Tout quoi. Est-ce que... et après, comme ma mère adore m'appeler Lynn la drama queen, je lui ai dit oui, donc ça on y est, va. ce que je fais, ça plaît plus, ça y est, c'est passé. Genre, tu te poses 1 milliard de questions parce que forcément, face au manque de compréhension, tu supposes et tu essaies de combler le vide. Des films. Moi, je suis un peu pareil. Hein. Et le fait d'en parler, ça aide beaucoup. Tu sais que c'est normal et que en fait, ça peut tellement repartir dans 2 jours, tu vois. Ouais, et puis il faut savoir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Et puis, tu as besoin d'un certain nombre d'années aussi d'activité pour avoir du recul et te dire, ok, moi je sais que maintenant, les mois de janvier et février, c'est toujours des mois où il se passe jamais grand-chose. J'ai toujours eu de quoi vivre sans être en difficulté. Sauf l'année dernière du coup. Mais j'ai pu identifier que mes mois calmes, c'est janvier, février et août. Donc maintenant, avec le recul, je sais que maintenant, je prends 3 semaines, voire 4 semaines en août, tu vois. Pour vraiment me reposer aussi puis avant la rentrée. Tu n'auras pas la sensation un peu de FOMO, où tu as l'impression de louper quelque chose. De ouf. Avant, moi aussi, j'avais cette FOMO de manquer des projets. Mais en réalité, tu manques rien si tu n'en veux pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas perdu. Oui, c'est sûr. C'est toi qui décides en fait qu'à ce moment-là, tu as besoin de temps pour toi, mais c'est très dur à faire. Et dans mon activité, j'ai de la chance parce que ma mère est freelance aussi. Donc elle toujours. Ouais, du coup, c'est elle aussi qui m'a dit Lynn, il faut que tu positionnes tes congés sur ton agenda en fait. Faut pas que tu attendes d'être sûre que tu n'as rien. Faut que si on me demande, je suis pas possible là, je voulais en décale la semaine d'après. Mais c'est ça qui va créer l'envie aussi. Si tu es dispo tout le temps, tu vois. Et je pense aussi que la créativité, c'est pas un flux constant et illimité, donc on a aussi besoin de moments où on fout rien. Tu vois, c'est pas rien faire, c'est faire rien. Tu vois. Oui, ton cerveau, tu le mets créatif un peu ton en a besoin. Off, tu vas te nourrir ailleurs, tu vas aussi te reposer et ça pour moi c'est essentiel. Mais
voilà, là, ça fait qu'un an que tu es en activité, donc c'est cool, mais tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, tu vas en avoir besoin. Ouais. Bah, oui, je pense bien. Mais que ce sera plus facile pour toi de te positionner sur de dire, voilà, bah, par exemple, août, par exemple, peut-être que toi, c'est comme moi et il se passe pas grand-chose, et que tu peux dire, ok, bah, juillet, je charbonne, mais août, je me pose, parce que septembre, je sais que ça reprend de plus belle jusqu'à décembre, tu vois. Ouais, donc c'est un peu tout ça. Mais du coup, voilà, je peux dire que ma relation avec l'argent, elle n'est pas évidente, que maintenant, ça va mieux, parce que du coup... j'ai pris le contre-coup voilà, de l'année dernière. Maintenant, voilà, l'activité a bien repris. Moi, de mon côté, j'ai mis aussi en place des choses pour que ça fonctionne. Mais personne n'est à l'abri d'une baisse d'activité. Ah, ben c'est sûr. Maintenant, il faut pas vivre dans la crainte que ça arrive. Je pense que toute la difficulté et le défi en fait, de ce truc-là, c'est d'arriver à en faire quelque chose. C'est que quand tu bosses pendant pas, les temps de creux. les temps de creux, bah ok, bah mets à jour ton site, bah ok, bah va peut-être plus faire de projets perso. Mais c'est plus facile de le voir comme ça et de pas être dans un prisme anxiogène quand bah du coup tu as un peu de trésorerie, que tu sais que tu as des projets qui arrivent, etc. C'est plus facile, ça occupe pas une partie de ta tête en fait. Et pour moi, l'argent, ça peut vraiment très vite cannibaliser toutes tes pensées, te parasiter et en fait... du coup, tu raisonnes que par rapport à ça parce que tu veux pas te retrouver dans la merde, surtout si tu l'as déjà connu. Ouais. Et ça, c'est... moi, le truc, c'est que du coup, j'en ai peur, mais je ne l'ai pas connu. Donc, du coup, c'est encore... en fait, je sais même pas si c'est vraiment legit, tu vois, parce qu'en fait, j'en ai peur, mais mes parents ont toujours réussi à me donner ce que j'avais besoin, tu vois. Sûr. Genre, j'ai eu de la chance qu'ils puissent me payer mes études et tout, c'était vraiment... Et en fait, rien que ça, je me dis que je suis déjà hyper chanceuse, tu vois. Et en fait, du coup, je peux pas me plaindre d'un truc que j'ai jamais vécu. Mais du coup, j'ai quand même peur. Bah, tu vois, si, j'ai toujours cette peur tout de même, tu vois. Parce que mon père, il a son entreprise depuis qu'il a 18 ans. Et du coup, par exemple, quand j'étais petite, en fait, je le voyais jamais. Ouais. Et là, maintenant, ça y est, je le vois plus parce que ça y est, il a ralenti un peu, il a changé d'activité et du coup, il a beaucoup plus de temps libre. Bah, c'est pas irrationnel comme peur quand on sait qu'en fait, aujourd'hui, voilà, c'est un grand débat. Est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas ? Bah, moi, je pense quand même qu'il y contribue, quoi. Je pense aussi parce que quand tu as un toit sur la tête, que tu peux manger correctement, que tu peux aussi voilà, te permettre d'avoir une activité sportive à côté, d'aller de temps en temps au resto avec des amis. Enfin, c'est des choses... Chaque personne a un équilibre différent et je pense que l'argent, quand même, c'est... Voilà. Quand tu vis en société, c'est quelque chose de très très utile pour t'épanouir. Et si t'as pas ça, en fait, le truc c'est que oui, l'argent, entre guillemets, ne fait pas le bonheur relationnel, tu vois. C'est ce bonheur-là que l'argent ne peut pas acheter. Mais tout le reste, si. L'argent n'achète pas l'amour et toutes ces choses-là. Mais sauf qu'en fait, ça dépend de la définition du bonheur de chacun, tu vois. Ouais, certains, le bonheur, ça va être juste les relations qu'ils ont avec d'autres humains. Et dans ce cas-là, ça n'a même pas de valeur. En termes d'argent, c'est inestimable. Mais du coup, tout ce qui est plus matériel, nos besoins vitaux, ça, c'est quelque chose où on ne peut pas se mentir, l'argent, il contribue. C'est ça. Tu vois. Et tu vois, l'an dernier, ce qui a été difficile à vivre pour moi, c'est que j'avais mis du coup de l'argent de côté pour payer l'URSSAF, mais pas assez. J'ai eu un rappel de charge. Donc là, actuellement, je paye 2022, 2023, 2024 en même temps. Ouais, c'est énorme. Puis moi, en micro, moi, je paye tous les mois, quoi. Genre, et en fait, c'est pas pareil. moi aussi, je paye tous les mois, mais du coup, c'est des cotisations qui sont lissées sur l'année. Donc là, l'année dernière, j'ai dû faire un échéancier. Tu peux pas vraiment par rapport à ce que tu déclares. Ah bah non, je paye par rapport à l'année dernière. Donc 2023, qui n'a pas été une année de ouf, si tu veux, j'ai payé pour 2022 qui a été une année de ouf. Et donc, si tu veux, quoi qu'il arrive, tous les mois, je savais pas qu'il y avait un système comme ça quand tu changeais de statut. Si en entreprise individuelle, ça fonctionne comme ça. Parce que moi, je suis en micro pour le moment, donc pour le moment, je connais que mon statut. Je connais pas les autres parce que pour le moment, j'ai pas... J'y suis pas encore à vouloir changer de statut, donc du coup, je me suis pas renseignée, tu vois. Mais du coup, voilà, moi, je me suis retrouvée à avoir des charges fixes tous les mois. Donc, que tu gagnes ta vie ou pas, l'URSSAF te prélève. Et c'est pas des petites mensualités, hein, c'est des SMIC, quoi. Donc, en fait, il faut que tu aies un minimum de CA dans le mois pour être sûr de... Puis un minimum d'épargne aussi, enfin, en tout cas, de toujours mettre de côté, d'avoir de la trésorerie pour ces choses-là aussi. Après, moi, je me plains pas, que ce soit clair, je me plains pas de payer des charges, parce que si je paye des charges, c'est que je gagne ma vie. Oui. Il faut partir de ce principe-là. Voilà, ça c'est une évidence. Maintenant, je me permets quand même de dire que je trouve que la manière dont c'est calculé, c'est pas très juste parce que je suis taxée quasiment à 50% de mon bénéfice. Ouais, il me semble que c'était ça. Ma compta, en fait, c'est pas la compta de la micro, c'est très simple, c'est que c'est un chiffre. Ah oui, je déclare tant, je paye tant dessus. C'est ça. Point. Alors qu'en entreprise individuelle, du coup en déclaration contrôlée au réel normal,
Je sais même pas ce que ça veut dire en fait. Oui, j'étais en mode, Tu oh vois, là là, je comprends rien. avec ça, en gros, du coup, j'ai un chiffre d'affaires. Mhm. Donc, c'est tout ce qui rentre dans la boîte. Mhm. Donc, c'est les recettes. Mhm. Et mon bénéfice, celui sur lequel je suis taxée, c'est le CA moins les dépenses. Donc, en fait, dans ce statut, j'ai intérêt à faire des charges, à avoir un local ou à avoir une voiture. Ou que tu aies des choses à déduire. À déduire complètement parce que du coup... moi, je peux rien déduire en micro. Tu déduirais en micro. Moi, je récupère la TVA parce qu'en fait, j'y suis assujettie dès le premier euro. Donc, c'est pas le palier des 34 500. En micro, Dès le premier euro, j'ai la TVA. Donc, moi, je peux la déduire tout le temps, la récupérer. Donc, c'est mon comptable qui fait ma balance, etc. Mais du coup, tu vois, tout ça, c'est des trucs... faut l'avoir en tête. Et c'est vrai que moi, j'avais peut-être pas assez pris la mesure quand j'ai changé de statut que je pouvais... En fait, j'étais tellement bien lancée. Mon tort, ça a peut-être été de penser que j'étais pas au-dessus, mais tu sais que ça m'arriverait pas un gros creux comme ça. Et oui, du alors coup, qu'en fait, ça arrive à tout le monde. Puis ça, fait, ça doit arriver pour pouvoir repartir ensuite, dans tous les cas. Moi, je sais que là, je vais revivre à partir du mois d'août parce que j'aurai fini de payer 2022 et 2023. Il ne me restera plus que l'année en cours. Là, on me prend beaucoup tous les mois parce que j'ai fait un échéancier sur 12 mois. Sinon, on me prenait 3 500 € par mois. Comment tu fais quand tu as en plus le loyer à payer? Et puis c'est une réalité. Et puis ta vie de base, en fait, juste vivre. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Donc, c'est toute une science, quoi. Toute une petite gymnastique à faire. En fait, la micro-entreprise est simple et dès que ça évolue un peu plus, il faut vraiment être entouré et être enseigné, tu vois. Parce que si tu fais une erreur, nul ne doit ignorer la loi. Le point suivant que je voulais aborder avec toi, c'était selon toi, comment le freelance devrait établir ses tarifs, sachant que c'est complètement différent en fonction de quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui est confirmé. Le tarif ne va pas être le même parce que l'accompagnement et le service client n'est pas du tout le même. Mais quand on commence à être rémunéré pour un service, faut comprendre un peu combien te revient, combien tu redonnes entre guillemets à l'URSSAF, tout ça, quand tu es déclaré, évidemment. Et des fois, je vois des tarifs passer, je me dis, mais ils peuvent pas être déclarés, c'est pas possible, tu vois. Et après, je réfléchis et je me dis, putain, je les ai eus un jour, ces tarifs-là. Tu vois. Et c'est là que je me dis, je m'en rendais pas compte à l'époque parce que personne m'avait donné l'info. Bien sûr. On peut être vite très isolé dans ces métiers, en fait. Et malheureusement, surtout dans la photographie, tu peux observer une grande solidarité entre certains photographes, comme une rétention d'infos, les gens qui la jouent hyper perso, qui ne veulent pas partager leurs tips, etc. Parce que ils ont peur qu'on fasse mieux ou qu'on leur prenne quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que ma mère, du coup, comme je te l'ai dit, qui est profession libérale, m'a pas mal aidée à établir mes tarifs. Et la première chose qu'elle m'a demandé, c'est qu'est-ce que tu veux qui reste dans ta poche à la fin, déjà. Tu pars de ça, Après, tu pars de ça, en fait. Du coup, pour moi, tes tarifs, ils s'établissent en fonction de plusieurs facteurs. Déjà, il y a j'ai envie de dire, l'ancienneté, l'expérience. Si tu es débutant ou si tu bosses depuis 10 ans, tu ne factures évidemment pas la même chose parce qu'il y a toute ton expertise, tout ton bagage aussi qui prend de la valeur avec le temps. Et puis, en 10 ans aussi, il y a eu l'inflation. Tu vois, les prix changent, les marchés changent. Je pense que nous, en tout cas, au niveau de la photographie, notre métier a subi de grandes mutations ces 5 voire 10 dernières années avec l'arrivée de l'influence aussi. Des budgets qui ne sont plus les mêmes, qui sont alloués différemment, etc. Donc, je pense que ton tarif, il se calcule en fonction de ton expérience, de ton domaine d'activité aussi. En fonction de la demande, Complètement. C'est sûr que les tarifs pour les pros et les particuliers ne sont pas les mêmes. Tu ne factures parce pas que la le même besoin chose. n'est pas pareil, la finalité n'est pas. C'est ça. Le pouvoir d'achat n'est pas le même aussi. Pour moi, les tarifs, ils vont aussi avec la localisation. Si tu es dans la Creuse, tout à fait. Tes loyers, tout ce que tu vas payer, toutes tes charges mensuelles ne vont pas être les mêmes que si tu habites à Paris. À Paris, les salaires sont différents, les budgets sont différents aussi, donc ça entre en ligne de compte. Il y a aussi dans quel statut tu es. Voilà, si tu es en micro ou en SARL, forcément, tu n'as pas le même niveau de charge non plus. C'est sûr. Donc, pour moi, ça doit s'accompagner, tout en restant quand même plus ou moins fidèle au tarif du marché, quoi. Voilà. Pour ne pas tomber dans la concurrence déloyale de je facture 10 fois moins cher, comme ça je rafle tous les clients, et pas tomber dans un truc non plus où tu es complètement au-dessus du marché. Et dans ce cas-là, c'est un parti pris parce que forcément, tu ne cibles plus la même personne. En fait, le truc, c'est que si tu es au-dessus du marché, il faut que la clientèle comprenne la valeur de ton travail. Parce qu'en fait, qu'importe ton prix, si le client il reconnaît que ça vaut ce prix-là,
Le prix est validé, tu vois. Donc en fait, c'est une question de perception aussi du client. Puis c'est aussi toi, la valeur que tu accordes à ton travail. Ma mère, c'est ce qu'elle me disait beaucoup au début, c'est qu'il fallait que je sois à l'aise avec mes tarifs. Parce que si je n'étais pas à l'aise avec eux, ça allait être très compliqué d'en parler avec un client. Ou de pouvoir démonter des objections, de pouvoir justifier un peu le prix, tu vois. Et très souvent, je pense que nos métiers sont souvent... on se dit souvent, ah, ça va, il se met bien, il appuie sur un bouton, il gagne bien sa vie et tout. Trop bien. Mais ce qu'il faut aussi, il faut un petit peu éduquer le client aussi en lui expliquant, sans tomber dans le moralisateur, etc. Mais juste expliquer tout ce que ça englobe, en fait. Oui, parce qu'ils le matériel que tu utilises, etc. Très souvent, quand les gens veulent faire des collaborations, des marques qui se lancent et qui veulent shooter leur première collection à titre collaboratif, j'ai envie de leur dire, écoute, moi, pour me lancer, j'ai dû investir avant même d'avoir des retombées. Donc j'ai dû acheter un appareil photo, des objectifs, des cartes mémoire, des batteries. Quand tu vois qu'une batterie, ça coûte 80, voire 90 balles. 110 chez Canon. Voilà, tu vois, les Sony sont à 85 et quelques. C'est énorme. C'est énorme. Une carte mémoire, allez, 80 €, c'est pareil. Que tu dois avoir un ordinateur, bref, quoi stocker, un tas de choses. Ça demande beaucoup d'investissement. En général, on n'est pas loin des 5000 balles, tu vois, minimum d'investissement. Et ça, c'est un investissement, c'est un pari qu'on fait en se disant, pour bosser, il me faut du matos, donc je vais acheter le matos et ça va faire venir les clients, tu vois. Il y a un petit côté fake it till you make it, mais du coup, tu as envie de dire aux gens, par exemple, une marque qui va se lancer, mais du coup, tu peux pas ne pas investir toi aussi, ne pas faire ce pari-là. Oui, parce qu'ils investissent, eux, dans la matière, dans le patronage, tout et compagnie. Et en fait, l'image devrait faire partie intégrante de ce budget parce qu'en fait, c'est la finalité. C'est ça qui fait que tout ce que tu as fait a du sens. C'est trop important. C'est ce qui provoque une vente. C'est ce qui génère l'envie, le désir, tout ça chez un potentiel client. Donc, c'est trop important pour le laisser au hasard. Surtout le laisser au hasard et le laisser faire par quelqu'un qui travaille gratuitement. C'est ça. Et puis en plus, moi, comme je dis toujours ça, c'est vraiment un peu un mantra, c'est le pas cher coûte cher. C'est que tu vas vouloir faire quelque chose à moindre coût et tu vas te retrouver finalement à dépenser plus que ce que tu avais prévu parce que tu vas devoir rattraper le truc. Moi, si une jeune marque me démarche en me disant qu'elle a vraiment un coup de cœur pour mon travail, qu'elle souhaite que ce soit moi qui l'accompagne, etc., mais qu'elle a un petit budget, je reste humaine. Et j'aime aussi porter des projets, en tout cas les accompagner. Donc je suis capable aussi de faire un geste commercial, etc. Pour accompagner cette personne parce que je suis sensible à sa démarche. Oui, voilà. Après, c'est juste du feeling après. C'est complètement du feeling. Il y a de l'humain et il faut, ça dépend aussi de ta situation. Si tu es dans une situation où tu n'as vraiment pas de boulot, il vaut mieux avoir ça que rien du tout. Donc tu sais que tu te rends service aussi. Oui. Et à contrario, pareil, quand tu n'as vraiment pas besoin d'argent, entre guillemets, parce que tu gagnes déjà ta vie, tu peux aussi plus facilement te permettre d'accéder à ces demandes-là parce que ça te fait plaisir, parce que vraiment le projet de la personne te plaît vraiment. Et que tu cherches ça aussi, pas que l'argent en fait finalement. Oui. C'est important de penser à l'argent pour vivre correctement et être bien sur ce plan-là, mais c'est hyper important aussi de penser à ce qui a du sens. Et ce qui a du sens, c'est pas toujours ce qui rémunère. Personnellement, j'en fais moins là parce que c'est que j'ai plus le temps, tu vois, mais j'ai toujours aimé faire des projets perso parce que c'est ça c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo déjà. Moi aussi, c'est ça qui a construit mon rapport à la photo et mon amour pour ça. C'est ça qui me permet de nourrir ma créativité, d'aller chercher toujours plus loin, etc., de nouvelles idées, etc. Donc, je pense que c'est important de ne pas perdre ça de vue, de ne pas laisser l'angoisse de manquer et tout ce qui se passe, en fait, prendre le pas sur ça. Ouais, pour moi, c'est plus après, de toute façon. Hyper important parce que sinon, en 5 ans, je me suis quand même parfois presque dégoûtée de mon métier parce que juste financièrement, c'était difficile, tu vois. Et je veux plus vivre ça. Je veux pouvoir prendre du recul et aborder ces phases avec plus de sérénité, à travers un autre prisme en fait, qui n'est pas celui de l'anxiété. Aussi le normaliser. Complètement. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast, c'est qu'en fait, on a toujours l'impression que ça marche pour tout le monde, genre hyper bien tout le temps. Grave. Alors qu'en fait, on est tous en dents de scie, mais absolument tous. Même la personne qui réussit de ouf a toujours des moments de creux. Après, c'est pas toujours exactement similaire, mais tout le monde a des moments de creux, mais pas forcément dans les milieux artistiques, mais dans tous les métiers. Et en fait, on normalise le fait que tout soit bien lissé, tout beau machin. Enfin, en gros, c'est une impression, en fait. Même si on fait pas exprès. Moi, combien de fois on m'a dit « Ah ouais, là, tu fais plein de trucs, nanana », alors que je fais rien.
je sais pas d'où vient cette impression parce que je ne montre pas ce que je fais. C'est le piège Tu des vois, réseaux sociaux, c'est que on fantasme tous la vie des autres en disant ouais, mais c'est que ça, lui on il me fait dit. ci, lui il fait ça. Oui, on fait, ah, ça marche bien, machin. Je fais, mais comment tu peux savoir, en fait? Parce que c'est quelque chose que tu projettes sur moi. Complètement. En fait, je te donne même pas la confirmation via mes réseaux parce que je montre pas tout ce que je fais. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment les gens qui s'inventent. En fait, ton cerveau crée. En fait, c'est aussi ça avec les réseaux. En fait, tu te crées un personnage pour une personne. Et quand tu la rencontres en vrai, t'es en mode, c'est un humain, en fait. Bah, c'est ça. Tu vois, genre, il est comme moi. Tiens, il y a le chat qui veut grailler le micro. Non, mais le récepteur mimi, on en a besoin. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est important de prendre du recul et de discuter entre nous, d'être solidaires, de parler de ces phases-là, de se dire bah voilà, comment on trouve la force de remonter un peu la pente ou comment on trouve des ressources, comment on peut faire en fait. Ouais. Moi, c'est ça que je kiffe sur les réseaux, c'est l'échange et les interactions. Genre, en fait, moi j'adore les réseaux pour les interactions. Bah, j'utilise pour ça, tu vois, mais pas pour moi, le j'adore avoir des retours et discuter avec les gens. C'est vraiment ce qui m'apporte le plus, en fait. Ouais. Mais du coup, moi, les réseaux, j'adore faire ça. C'est pour ça le podcast aussi, tu vois. Là, il y a un format de discussion. Franchement, je suis en plein dedans, quoi. Bah, tu vois, j'ai déjà eu des gens qui m'ont envoyé des messages sur Insta, des jeunes qui veulent se lancer mais qui ont peur. Et je lui dis, écoute, je suis en post-prod aujourd'hui, appelle-moi, on passe 3 heures au téléphone, je réponds à toutes les questions. Je préfère faire ça que prendre un stagiaire, mais pour moi, c'est tout. Même les stagiaires, tu vois, je prends toujours le temps de leur expliquer que non, je ne les prendrai pas pour telle raison. Et que s'ils veulent obtenir un stage, moi, je leur recommande de faire ça. En tout cas, ce qui a marché pour moi. Ouais. Je suis beaucoup dans le partage et la transmission. Mais du coup, je trouve que parfois, les réseaux, je sais pas. J'en ai besoin à petite dose et du coup, je décide quand je peux y accorder du temps. Quand j'ai envie c'est de propre à passer du chacun. temps Moi, je sais que je passe beaucoup de temps dessus quand même. Et que, moi aussi, malgré moi, si je pouvais y passer moins de temps, je le ferais, mais mon activité en dépend un peu. Donc j'essaie de... Mais ça, tu vois, c'est un rapport qui a évolué. Avant, j'étais méga active, je faisais des challenges, je faisais plein de trucs sur les réseaux. Et puis, moi, j'ai eu une expérience qui m'a un peu dégoûtée aussi des réseaux, je pense. Donc, qui a un peu marqué mon rapport à ça. Mais bon, après, peut-être que plus tard, je vais y reprendre goût. Tu vois, je me ferme pas la porte. Mais je sais qu'actuellement... Le truc, c'est que, Actuellement, en tout cas, quand tu vas pas bien, passer du temps sur les réseaux, c'est vraiment pas une bonne idée du tout parce que tu vas entrer dans justement ce truc de comparaison à outrance, de ouais, mais lui il travaille, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Et moi je travaille pas, mais du coup, nanani, oh, ta gueule quoi! Oui, voilà, ouais, non, mais c'est le hamster dans la roue qu'il faut arrêter un petit peu un moment en disant bon, stop. Le point suivant, c'était est-ce que c'était déjà arrivé qu'un client te dise que tu étais trop cher? Et ma foi, oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense. Je pense que même quand t'es pas cher, on t'a déjà dit ça. Oui, et déjà, tu le sens comme une insulte. T'es là, comment ça, je suis trop chère? Je trouve que c'est toujours un peu difficile à vivre parce que déjà, je pense que si toi, en plus, tu reçois ce genre de commentaires, genre même de critiques, quand tu n'es pas hyper à l'aise avec ton tarif, c'est dur à vivre. Ouais, parce que tu te dis, putain, ça se trouve, en fait, ouais, je suis trop chère. Ça confirme ta peur, en fait. Ouais, ça donne vie à des croyances que tu as. Et du coup, pour s'en détacher après, c'est difficile. Alors qu'en fait, non. Moi, je pars du principe qu'il y a une prestation. Et le client a le budget ou pas pour cette prestation. Il n'y a pas de trop cher ou pas assez cher. Tu peux et tu souhaites allouer du budget pour cette chose-là parce que c'est important pour toi, parce que tu aimes, parce que tu as l'argent, parce que ta situation le permet. Et tu peux aussi ne pas vouloir mettre de l'argent là-dedans et ça se comprend. Mais du coup, dans ce cas-là, à tout client qui voudrait s'adresser à un freelance pour un devis et qui trouverait le devis trop élevé par rapport à ce qu'il peut mettre, et ben moi, je vous recommanderais toujours de dire aux gens merci de m'avoir accordé du temps. Malheureusement, voilà, c'est pas le budget que j'avais envisagé. Bonne continuation, merci. Et dans ce cas-là, tu vois, moi, quand ça se passe comme ça, j'ai aucun mal à recommander quelqu'un d'autre. La même chose, parce qu'en fait, c'est ne pas avoir le budget et dire que t'es trop cher, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a un côté qui dénigre. Dire c'est trop cher, c'est comme si ton travail n'en valait pas la peine. Voilà, je le ressens comme ça. Moi, je le vois de manière hyper péjorative, alors que dire désolé, finalement, je n'ai pas le budget, ça veut dire que oui, ton service vaut ce tarif, mais moi, je n'ai pas le budget alloué pour le moment pour ce service-là. Et du coup, c'est pas violent. Oui, voilà. En fait, c'est vraiment beaucoup plus... tu le comprends, en fait. Tu fais, oui, il n'y a pas de souci. En fait, le freelance doit accepter
que le client n'a pas forcément le budget pour sa prestation. Mm. Et le client doit accepter que les tarifs du freelance, ils ont... Un freelance qui tient la route, il a établi ses tarifs selon toutes les choses qu'on a abordées avant. Donc ces tarifs ne sortent pas de terre comme ça, comme un champignon du jour au lendemain. Oui, et puis s'il est à tel tarif, ça ne va pas dans sa poche directement, quoi. Voilà, tout ce qui part en charge, etc. Maintenant, toujours quand j'ai un contact avec une marque pour un devis, etc., je leur explique et je leur dis surtout que je suis consciente que ma prestation représente un investissement. Et que je préfère qu'ils l'envisagent comme un investissement plutôt qu'une dépense, parce que c'est des photos, comme on l'a dit pour les marques, qui vont leur permettre de renforcer leur identité, communiquer, convertir le client, déclencher des ventes. Et que du coup, pour ça, il faut y mettre un budget aussi. Voilà, mais après, c'est de l'éducation. En fait, ceux qui créent des marques ne savent pas toujours... Ah bah non, tout simplement, en fait, après, on est là aussi pour faire comprendre notre métier. Après, il y a des gens qui sont totalement ouverts à ça, justement. Puis c'est humain, après, les gens, ils chercheront toujours à aller au moins cher pour eux. Oui. C'est normal. C'est normal, ils vont pas se dire, tiens, je vais payer plus cher. Le chat saute partout. Ouais, il fait des drifts sur le canapé, là. Oui, non, mais il est très content. Non, il a envie de sauter partout. Petit minou. Il saute là. Non. Il va le faire, peut-être bien. Il va attraper le micro, il va se barrer avec. Non, le récepteur, c'est non. Ah là là. Mais ouais, en tout cas, je pense que c'est important du coup, d'être à l'aise avec ces tarifs, de comprendre pourquoi on les a établis comme ci, comme ça, genre de connaître son persona, de savoir à qui tu t'adresses, pour qui est faite ta prestation, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile aussi après d'en parler, etc. Ouais. Et puis d'avoir un discours aussi, sans avoir un discours, tu sais, tout fait, tout préconçu que tu recraches en fait, mais juste d'expliquer ce qu'englobe ta prestation et ton tarif, pourquoi ce tarif-là, ton expérience, le matériel que tu utilises par exemple. Puis moi, le tarif, il varie aussi en fonction du client. Enfin, tu vas pas facturer la même chose à une marque parisienne qui fait de la slow fashion qui vient de se lancer qu'au géant Zara, etc. Tu vois. Bah, c'est sûr. Parce qu'en fait, le budget n'est pas le même, la retombée n'est pas le même. Complètement. Les droits, parce que ça aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, comment un freelance établit ses droits. Depuis tout à l'heure, je parle, la parole. Hein. Mais du coup, j'ai oublié de dire aussi que qu'est-ce qui englobe le tarif, quand on en parlait tout à l'heure, c'est aussi les droits. Les droits, les fameux, ça fait... ça fait... ça fait genre 1 an que je commence à... En fait, ça fait 1 an déjà que je travaille pour les pros, donc c'est à ce moment-là que la question s'est posée, parce que pour les particuliers, ça ne me concernait pas. Mais à partir du moment où il y a les pros, il y a des droits qui rentrent en compte. Mais tu sais toutes les marques ne sont pas au courant qu'il y a des droits. Ah bah non, j'ai des clients, moi j'ai un petit Google Form en fait que je fais remplir aux marques... Avant, j'en ai fait un aussi. Avant qu'on fasse un premier call, comme ça, j'ai déjà des éléments, je sais quelle est la demande, je sais un peu dans quoi je m'aventure. Et il y en a certains qui me disent c'est quoi les droits, et quand je leur explique, ils font mais on paye déjà les photos, non? Ils ne répondent pas. Ouais. Et ils vont juste chercher un photographe qui ne leur parlera pas de ça. Ouais. Alors que des fois, il y en a certains, ils font un tarif et c'est déjà compris dedans, tu vois. Après, le truc, c'est que ça peut être compris dedans, mais si tu le mentionnes nulle part, c'est comme s'il n'y en avait pas. Hein. Bah, c'est ça, moi, je les ai inclus à mon tarif journalier, les droits digitaux pour 1 an. Mais après, les droits print, je le mentionne toujours. Si vous m'affichez dans le métro, c'est pas la même. Vous avez un budget pour l'afficher dans le métro, ça se paye. C'est ça, exactement. Donc voilà, ton tarif, il se calcule aussi en fonction de ça. Où est-ce que ça va être diffusé, pendant combien de temps, devant combien de personnes, sur quel support, etc. Et du coup, il faut connaître un petit peu les barèmes, il faut savoir... parce que si tous les photographes les photographes ne facturent pas les droits print, par exemple, comment on va faire pour les faire valoir plus tard? C'est ça. C'est que du coup, je pense que tout photographe a une responsabilité, c'est que derrière, en fait, si toi, tu la joues comme tu veux, sans te soucier du marché, des rouages un petit peu de ce milieu et de la légalité surtout. Oui, parce que en fait, sans cession de droit, finalement, la marque, elle n'a pas le droit d'exploiter tes images de manière commerciale, en tout cas légalement. Si toi, un jour, tu arrives avec un avocat pour récupérer ton dû, la marque, elle a tout à perdre. Oui, et puis il y en a qui font ce qu'ils veulent, mais le problème, c'est que si c'est pas marqué dans ton devis, tu vois, je connais une modèle qui bossait avec une marque depuis très longtemps. Bon, dans le devis, elle avait bien stipulé que c'était que du digital. Un jour, elle passe devant une boutique, elle voit les prints dedans. La marque a refusé de lui payer. Bon, au final, elle lui a payé. Oui. Mais tu vois, je trouve ça un peu sneaky, alors qu'on peut faire les choses correctement et tout le monde est serein. Et en tout cas, moi, je sais que ce qui me permet d'expliquer aux clients ce que c'est les droits, c'est que tu vas me prendre en 2024 avec une modèle pour une campagne. Tes produits sont reconduits tous les ans.
et tu n'as pas nécessairement besoin de faire de nouvelles photos. Et du coup, tu ne vas pas nous rembaucher. Donc, nous, on ne va pas gagner plus d'argent. Donc, en fait, les droits, c'est comme des royalties qui vont nous permettre de continuer à toucher quelque chose alors qu'on utilise notre image et notre travail sans nous solliciter de nouveau. Mais le truc, c'est que si tu sais pas, on te le demande pas. Hein, tu sais, il y a 1 ou 2 ans, on m'a contacté, une agence d'influence m'a contacté pour me proposer de réaliser les photos qui seraient dans l'agenda de je sais plus quelle meuf avec des millions d'abonnés en collab. Vous allez vendre un agenda à la Fnac, vous allez dégager un max de bénéfices dessus et moi, il faudrait que je sois en collab, mais il est où le respect pour la profession en fait? Ouais, je comprends pas. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui acceptent parce que voilà, on touche une corde chez eux. Là, pas de la visibilité. Qui dit visibilité, dit reconnaissance, dit argent. Ouais, mais il y a le côté où si ce client-là, qui a le budget, te fait travailler en collab, s'il arrive une fois à te faire travailler en collab, jamais il se dira je pourrais te payer. Parce qu'à chaque fois, il se dirait l'accepter une fois, va faire collab tout le temps. Oui, et puis si c'est pas elle, j'en trouverai un autre. Tu vois, voilà, un peu... en fait, c'est ça. En fait, si le client qui a du budget arrive à te faire décrocher une collab, franchement, il va faire de la collab tout le temps. Hein. C'est comme l'histoire des test shoots avec les agences. Hein. On te dit oui, d'abord on fait des collaborations, machin. Donc ils vont te dire on fait 2-3 tests en collab et après on te rémunère. Donc on va profiter de toi sur 2-3 tests collab et puis on te rappellera pas après, on passera à un autre photographe. Alors le point suivant, c'était que faire face à un client qui négocie ton tarif. Genre le client qui te dit ok, ce n'est pas mon budget, mais du coup qui sait, ou qui dit que t'es trop cher, enfin bref, n'importe la forme, et qui négocie dans tous les cas. Moi je le prends toujours mal. C'est pas mal, non, mais en gros je me dis, vous pouvez pas faire un petit geste? Je dis, écoute, mon propriétaire il va pas faire un geste sur le loyer en fait. Non, c'est ça. Donc, le problème c'est que tu vois, on a des métiers où ça paraît tellement simple de faire des collaborations, de négocier, etc. Ça ne deviendrait pas à l'idée d'aller au resto et de dire, à moins que ton plat était dégueulasse, tu vois, que tu as trouvé des cheveux et des ongles dedans. Horrible. Non, mais, tu vois, à moins que ce soit dégueulasse, tu vas pas demander une remise sur ta note. Mais c'est ça. En fait, il y a vraiment des métiers où les gens se permettent de demander des remises parce qu'ils pensent qu'on peut, alors qu'on ne peut pas toujours. Parce qu'en fait, quand ton tarif est bien calculé, t'as pas de marge. T'as pas de marge, donc tu ne fais pas de remise. Donc du coup, tu es en mode... Alors la remise, je l'ai déjà faite. J'aurais pu faire plus en fait. Oui, moi tu vois, je fais 1 ou 2 fois par an, je fais 10% de remise et 2 photos offertes. Et ce qui est pratique avec ça, mais je crois qu'on en avait déjà parlé tous les deux, qu'on s'envoie souvent des vocaux en fait. Mais que du coup, ça te permet de pas trop baisser le tarif de ta presta, tu augmentes les livrables, donc tu fais gagner en valeur les livrables, pour les particuliers en tout cas. Mais toi, ça va pas te faire... perdre 10 heures de taf, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir faire face à un client qui négocie, il faut déjà être à l'aise avec ton tarif, savoir ce qu'il contient, etc. Être en phase avec ça. Et puis décider quel est ton prix de réserve. Quel est le prix en dessous duquel tu ne seras pas rentable, quel est le prix en dessous duquel cette presta, tu vas la faire en ayant les boules parce que tu sais que ça va te prendre de l'énergie, ça va être chronophage énergivore et que derrière, en fait, tu vas même pas... Et puis on va te demander plus, ils vont pas pouvoir payer plus parce qu'ils ont négocié. Enfin, tu vois, y a plein de... et ça aussi, c'est toute la difficulté, c'est de bien cadrer les choses. C'est que quand tu fais un geste, selon ton tempérament, si tu es un peu trop gentil, et selon le tempérament du client, tu vas donner la main, on va te prendre l'avant-bras, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est qu'il faut mettre Quand tu fais un geste, il faut bien le cadrer, tu vois, en mode, ok, je fais ça. Ce sera ça et pas autrement. Il faut mettre des limites dans la générosité aussi. Il faut que tu te sentes... C'est pour ça que moi, j'aime bien tout préciser dans mon devis, tu vois. Ouais, mais un devis détaillé, c'est transparent. Pour le client, c'est rassurant aussi. Et derrière, voilà... Puis il y a tous les CGV qui sont liés, tu vois. Et en ça. fait, il y a des conditions dedans. Genre, si ça dépasse le temps, c'est facturé en dessus. Pareil pour les photos supplémentaires. Ça paraît évident, hein, mais des fois, en fait, c'est... Enfin, moi, je suis jamais tombée... Je t'avais dit, je suis jamais tombée sur de mauvaises expériences pour le moment. J'ai toujours eu des clients qui disent Elisa, on voudrait 10 photos supplémentaires, envoie-nous une facture directe. Tu vois. Ils ne me posaient pas de questions. Les gens réglo, mais c'est très bien, ça veut dire qu'il en existe. Et tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que je sais que ça existe des gens qui veulent des photos en plus mais qui ne veulent pas les payer. Tu vois, genre qui sont en mode non, mais c'est dans la prestation en fait. Non, c'est bien écrit tant de photos sur le devis, je vais pas t'en donner une de plus quoi. Genre je travaille pas pour la gloire quoi. Genre pour les particuliers, moi ça m'arrive des fois d'en mettre en plus parce que il y a certaines photos qu'il faut kiffer et je les fais, tu vois, genre c'est juste moi ça me fait plaisir, mais ça vient de moi.
Bien sûr. Même pour les marques, ça peut m'arriver aussi. Hein. Bien Parce sûr. que ça vient de moi. Oui, parce que ça te fait plaisir. Moi Voilà, aussi, ça m'arrive d'ajouter des photos en plus en disant celle-là, vous ne l'avez pas sélectionnée, mais je l'adore et j'ai envie de l'avoir dans mon book, donc je vous l'offre. Exactement. Parce que je la fais aussi pour moi. Oui, voilà. En fait, c'est assez... Ouais, quand ça vient de toi, c'est OK, mais quand on l'exige et qu'en plus, tu ne peux pas être payé, j'arrive même pas à imaginer comment c'est possible finalement. Parce que ils sont conscients que c'est du supplément. Ah bah oui, supplément égale pas bénévole. Hein. Donc voilà. C'est clair. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'a pas mal aidé comme levier en fait pour désamorcer un truc avec un client, c'est qu'il va te dire j'ai besoin de ça, 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 j'aurais besoin d'un devis. Bon, moi déjà en général, j'essaie d'avoir un max d'éléments, d'où le petit Google Form que je leur fais remplir dans les premiers échanges pour cibler et puis leur faire un devis au plus juste. Qui est vraiment, voilà, que je puisse leur expliquer aussi pourquoi ce tarif-là, etc. Et quand ils te disent qu'ils n'ont pas le budget, demande-leur quel est leur budget. Ouais. Et si par exemple, toi, ton tarif journalier, c'était 1500 et qu'eux, ils te disent j'ai que 1000, tu peux dire ok, bah, moi, pour 1000 €, voilà ce que je peux vous proposer. Donc, tu enlèves quelques petites choses, tu raccourcis peut-être un petit peu. C'est toi, en fait, qui fais ta tambouille pour que dans tous les cas, tu t'y retrouves. Et si c'est dans ton intérêt d'avoir cette presta, c'est toi qui vas aussi réfléchir à quel geste je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, sur quoi je peux tirer un petit peu, parce qu'on a toujours un petit peu de marge. Normalement, si tu calcules bien tes tarifs, tu as aussi un petit plus, parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas payer tes vacances. En fait, tu vois. C'est tout un tas de choses qui s'anticipent un petit peu. Et puis aussi, tu peux tout à fait commencer l'échange avec le client en lui demandant quel est son budget. Alors du coup, je voulais terminer cet épisode par une anecdote. Parce que tu m'as dit que tu en avais une à me raconter. Donc je te laisse raconter. Alors, j'ai travaillé pendant 1 an avec une marque dont je ne citerai évidemment pas le nom. Qui m'avait été recommandée par une amie. Donc au début, j'ai commencé avec eux en étant salariée. Parce qu'à ce moment-là, voilà, ça me rassurait de me dire je bosse 2-3 jours par semaine, je fais un peu de com, un peu de photos et tout. Et j'ai un salaire fixe tous les mois. Parce que voilà, c'était... c'est une sûreté qui est voilà, franchement, c'était pour moi un filet de sécurité qui me permettait de payer en tout cas toutes mes charges perso. Et du coup, tout ce que je faisais à côté en free, c'était que du bénéf. Donc c'était trop bien. Et en fait, non, ça ne m'a pas convenu. Et la cliente a quand même voulu me garder en freelance. Et je me souviens, quand je lui avais donné mon tarif journalier, sa réaction, ça avait été « Oh la vache !» Et je n'avais pas vraiment apprécié parce que j'avais l'impression que dans ses yeux, en fait, je me gavais, alors que non. Mais elle, est-ce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle a dépensé? Parce qu'en salarié, je te coupe, hein, mais ça coûte. Si tu verses 1 000 € à un salarié, sur un CDI en tout cas, il te coûte 2 000. Donc en fait, toi, tu factures 2 000, ça lui coûte la même chose. Tu vois? Ouais, mais c'est qu'en fait, je lui coûtais toujours moins cher en étant salariée, mais c'est moi, ça me convenait vraiment pas. Non, je me sentais enfermée, j'avais plus ma liberté, c'était lundi, mardi, mercredi. Puis même les droits, quand tu es en interne. Les droits. Ça ne concerne pas en fait quand tu es en interne, tu travailles, tu es l'entreprise. Ouais, donc tu n'as pas de droits. Quand tu es prestataire, là il y a les droits. Ouais, j'ai vu que je me suis fait douiller quand on est parti 5 jours en shooting à l'étranger et que en fait j'ai bossé comme une zinzin et que moi je gagnais toujours la même chose à la fin du mois et que si j'avais dû lui facturer sans freelance, ça lui aurait coûté beaucoup plus cher. Mais voilà, du coup on continue en free, etc. Et c'est une cliente qui tire beaucoup sur les budgets et avec qui du coup moi ça me renvoie quelque chose et je me sens pas à l'aise de faire valoir mes droits en fait tout simplement. Et donc, le dernier shooting qui a marqué la fin de notre collaboration, on est parti du coup sans la créatrice de la marque en Espagne. Donc, avec la DA, moi, la modèle et une stagiaire qui faisait aussi le make-up du coup, pour te dire à quel point vraiment on rognait sur les budgets tout le temps. Et en fait, c'est un shooting qui s'est extrêmement mal passé. Pour moi, une journée, ça dure 8 heures. J'ai fait des journées de 11, voire 12 heures. Ouais, c'est des grosses journées, mais c'est pas facturé. Je me suis retrouvée à conduire le van. Donc à payer la caution. C'était pas prévu que tu fasses ça? Bah disons que quand t'es sympa, voilà, c'est ça un peu le piège. Quand t'es gentil, quand t'oses pas trop dire non, bah en fait on te roule dessus. On te respecte beaucoup plus quand tu dis non et que tu poses tes limites que quand t'es un mari qui couche-toi là et que t'acceptes tout en fait. Toi tu penses qu'on va justement être plus tolérant, plus sympa avec toi si tu dis oui à tout? Pas du tout. On va te rouler dessus, on te respectera pas. Et du coup, comme bien souvent quand tu loues une voiture, celui qui paye la caution, c'est le conducteur. Comme j'étais la bonne part qui conduisait, c'était caution sur ma carte pro. Donc, cool. Oui, il retire la caution. Non, c'est une empreinte. Mais du coup, s'il y a quoi que ce soit, c'est sur toi que c'est prélevé. Comment tu négocies avec la marque après? Parce qu'évidemment, je n'avais pas de contrat avec cette marque-là. C'est à eux de faire ça, Je n'avais que des devis, donc je n'avais pas de contrat. Donc, si tu veux, moi, ça a été mon tort aussi. Et je l'assume entièrement. Mais si tu veux, j'ai quand même mis mon réveil à 2h du matin pour conduire 2 heures. Ramener le van pour avoir le vol de 6 heures pour lui éviter de me payer une journée sup, pareil à toute l'équipe.
Et quand du coup je t'envoie un mail en rentrant du shooting en t'expliquant que ça a été très difficile, que j'ai fini à 21h, que j'ai mangé parfois à 16h, qu'un sandwich à l'arrache, même pas bon, enfin, que j'ai même pas eu de vraie pause déj, que je travaille en plein cagnard et que je t'explique que tu me dois en tout une journée sup et que tu ne veux pas me la payer et que tu me raccroches au nez, c'est juste pas acceptable. Ah bah non. Donc là, ça a été assez compliqué parce que je me suis retrouvée face à quelqu'un qui m'a dit « Dans tous les cas, va te faire voir, je ne te paierai pas tes heures sup parce que ce n'était pas prévu. » Je lui dis « Mais ce n'était pas non plus prévu que je travaille beaucoup plus. » Bah c'est ça, sinon il faut s'arrêter comme ça et après ça puis, casse tout. Et puis dans ce cas-là, du coup, il y a des produits pour lesquels il n'y a pas de fiche produit, c'est ça? Oui, en fait, c'est ta conscience professionnelle voilà, exactement. que tu as appliquée et qu'en fait, elle en a pas. Moi, j'ai fait le job et pour me connaître depuis au moins un an, tu sais que je suis facilitante, tu sais que je suis efficace, tu sais que je suis de bonne volonté, tu sais que je suis attentive, que je veille à ce que les choses soient bien faites. Donc ne pas vouloir me payer mes heures sup, c'était... lunaire. Pour moi, c'était lunaire, tu vois. Et je me suis dit, mais je peux plus travailler avec quelqu'un déjà qui me laisse entendre tout le temps que je suis trop chère, alors que j'étais pas chère du tout. Pas du tout, du tout. Oui, donc quand elle a dû chercher pour un autre photographe, mais elle a c'est dû simple. tomber face à un mur, tu vois, en mode rigoles. ah bah bon, c'est ça en fait. Mais tu sais, en fait, elle travaillait avec une photographe avant moi, qui n'habitait même pas en France, donc qui venait en France pour les shootings et tout. Et lorsque j'ai arrêté de bosser avec elle, elle a repris l'ancienne. L'ancienne a accepté de revenir et finalement, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'elle s'était barrée parce qu'elle n'en pouvait plus. Et que du coup, la marque, j'ai vu les photos sur le feed qui me suivent même plus en plus. Du coup, moi, je sais qu'on ne retravaillera pas ensemble et qu'elle ne tentera pas de rebosser avec moi parce qu'elle sait très bien comment elle va être reçue. Mais voilà, quand je vois du coup qu'elle a voulu faire appel à d'autres personnes moins chères, toujours en fait, moi j'ai essayé de lui expliquer, tu vas prendre tel photographe, machin, les photos vont pas te plaire, tu vas devoir refaire ta campagne puisque tu n'assumeras pas de la publier, donc ta campagne elle t'aura coûté 2 fois plus cher. Que si tu avais pris quelqu'un bien dès le départ, en qui tu as confiance, etc. C'est sûr. Donc maintenant, moi, je ne veux plus travailler avec des clients pour qui le premier critère, c'est le budget. Je comprends que ce soit un facteur très indéniable et que ça entre en ligne de compte, ça c'est une évidence, que ce soit maintenant le facteur number one dans ton choix, bah pour moi non en fait. Non. Donc voilà, et c'est pas la seule anecdote que j'ai, hein. mais c'est celle qui m'a marquée et je travaille avec une mannequin avec qui je suis toujours en contact, qui est devenue une copine, qui a été très marquée par ça aussi, tu vois. Par cet événement-là, quand je lui ai raconté, elle m'a dit mais... c'est lunaire, quoi. Ouais, des fois, moi aussi, quand je vois justement des témoignages, qu'on me raconte des trucs, je me dis, mais comment c'est possible, quoi. Je me dis, mais si un jour je tombe face à ça, en fait, je saurais que c'est mauvais, mais je sais pas comment je réagirais. Genre, je serais là, mais... Tu réagiras comme tu pourras, avec les ressources que tu auras sur le moment, et puis peut-être que 2 ans après, tu te diras, putain, je regrette, j'aurais pas voulu réagir comme ça, mais t'as réagi comme t'as pu. Ouais, et puis t'apprends, etc. Ouais, tu vois, au final, cette marque, il m'a quand même fallu 1 an pour dire stop, alors que c'était red flag sur red flag, tu vois. Et on te laisse entendre aussi, il faut faire attention à la manipulation. Quand on te laisse entendre que quand même, tu as de la chance qu'on t'appelle tout le temps, que ce soit récurrent, du coup, tu peux faire un geste. Oui, tu peux faire un geste, mais tranquille, tu vois. Pas non plus inverser complètement le rôle. T'es pas à la merci... Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, tu leur dois pas... Non, faut pas inverser les rôles. Tu leur dois rôles. rien, en fait. Toi, oui, c'est sûr, c'est cool d'avoir un job récurrent, c'est cool d'avoir un client comme ça, mais eux, c'est cool d'avoir un photographe qui les connaît bien, qui est efficace, qui est souple. Tu vois, ça va dans les deux sens. Et très souvent, je trouve qu'en freelance, on a tendance à se positionner, pas comme une vicose, mais un peu, on donne l'ascendant et le pouvoir au client, à l'autre, alors qu'en fait, non, c'est pas une relation de boss. Et de salarié, c'est une relation de client et prestataire. Oui, parce qu'en fait, la relation est mutuelle. Le freelance a besoin du client pour travailler et le client a besoin du freelance pour faire fonctionner son activité également. Donc en fait, c'est vraiment un échange. Il n'y en a pas un. Voilà, si vraiment il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, t'as forcément des mauvaises choses qui peuvent se passer. Ça. Pour moi, il n'y a pas d'ascendant comme ça, et s'il y en a un, c'est que c'est malsain en fait. Tu vois, c'est que ça doit pas se passer comme ça, parce que du coup, il y a une relation qui devient un peu biaisée, et du coup, forcément, ça entache les rapports, genre la communication, etc. Et du coup, c'est hyper important de ne pas te sentir à la merci de l'autre. Et voilà, tu as autant de poids dans la relation professionnelle que l'autre. Et ça, les freelances, on a tendance à l'oublier un petit peu. Oui, surtout le sujet de l'argent, où en fait, c'est toujours là où tu es un peu en mode alors on va parler. Et puis comme je te dis, quand ça fait écho à des peurs, au passé, à des souvenirs, des traumatismes. C'est là où justement on peut vraiment appuyer sur le point le plus sensible, et c'est là où on s'aide le plus fort, on s'aide le plus vite, je veux dire.
parce que c'est notre peur principale. C'est pour ça qu'il faut rester vigilant Mm. à ça et voilà, être conscient que dans certains états, on peut glisser vers des choses et qu'il faut toujours garder les yeux un peu ouverts en se disant « Ok, bon, attends, est-ce que c'est la part anxieuse de moi là qui parle? Est-ce que c'est la peur de manquer ?» Est-ce que dans 3 mois, je penserai la même chose, tu vois? Ouais, c'est ça. Genre, est-ce que ce que je traverse aujourd'hui, est-ce que dans 3 mois, je me dirais pas, mais débile, hein, t'aurais dû faire ça, tu vois? Ouais. T'essaies de penser à ton toi du futur, en mode, est-ce que cet événement qui semble insurmontable tout de suite, est-ce que dans 2 semaines, il le sera toujours? Ouais, Ou ce c'est sera ça. genre un truc où c'était une petite bosse, tu vois? Bah, c'est ça, très souvent on en fait une montagne parce que ça prend toute la place dans le champ de vision, Ouais. mais en fait, si tu regardes à moyen, long, même court terme, en fait, souvent ça peut vite. Ça se réduit. Ouais, ça Moi, peut je suis se souvent résorber. comme ça, genre je vois un truc comme une montagne. et Pareil, tout, genre, moi dans et un en verre d'eau. ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, Ouais. 2 semaines plus tard, tu te dis, ah, en fait, il y a 2 semaines, j'étais en PLS pour un truc où maintenant c'est minime. Quoi. Ouais. Récemment, j'ai reçu un mail plein de culot. Ouais. J'ai souri en le lisant, tu vois, comme quoi bah, ça avance. Avant, je me serais vénère en mode comment ça Moi, j'essaie de ne pas me vénérer maintenant. Je suis en mode. Il faut pas, je fais parce genre, qu'au je final, comprends pas et je dis désolé, je travaille pas gratuitement, voici mes Ouais. tarifs. Au final, en fait, en t'énervant, tu te fais du mal à toi. Hein, donc Ouais. voilà. Ouais. Mais du coup, le type me propose, en gros, me dit voilà qu'il voudrait organiser un shooting en collaboration pour la grossesse de sa femme, qui me propose en gros de venir, de faire le shooting et que lui réalise un clip promotionnel grâce au shooting que je pourrais diffuser sur mes réseaux, etc. Il a pensé sa demande. Et du coup, et il m'avait joint des photos de sa femme et je suis très contente de la manière dont j'ai répondu. Je lui ai dit bonjour, bien que votre femme soit superbe, Ouais. ce type de projet n'entre pas dans le cadre de mes collaborations car je suis habituellement rémunérée pour cela. Et comme vous pourrez le constater, il n'y a ni shooting grossesse sur mon site ni sur mon compte Instagram. Donc je ne souhaite pas faire la promotion d'un service que je ne veux pas promouvoir. Oui. Pour moi, si tu veux, il m'arrive de faire des shootings grossesse, mais je les fais au cas par cas. Quelqu'un qui a vraiment eu un coup de cœur ou quelqu'un qui offre une carte cadeau. Oui, ou quelqu'un voilà, qui est vraiment sensible à mon univers et qui a envie de ça, mais c'est pas ma spécialité. Ouais. Du coup, je communique pas dessus. Et du coup, je lui ai dit voilà que néanmoins, s'ils souhaitaient du coup que je pérennise cet instant important pour eux, voilà mes tarifs. Ouais. Bon, j'ai jamais eu de réponse. Évidemment. Et du coup, tu vois, ça m'énerve même pas, ça me fait rire parce que je me dis bon bah en fait, voilà, toi, t'es vraiment une personne pour laquelle mon travail il était intéressant que s'il ne représentait pas de dépenses. Ouais. Bah tant pis du coup. C'est même pas perdu et je suis contente d'avoir répondu de façon diplomate parce que je suis la représentante de mon entreprise et que si je commence à aboyer à tout le monde. Bah, je préserve pas mon image non plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, voilà, meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas être des esclaves de la thune. Parce que c'est important de gagner sa vie, d'être bien, d'être à l'aise, d'être confortable et de ne pas manquer. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un truc où tu es dans le besoin tout le temps. En fait, ça se ressent et les clients peuvent profiter de toi après. Exactement, le client il sent quand tu es mort de faim. Hein, et puis ça ouvre une brèche. Hein, malgré toi, tu donnes une information. Il se dit, ah lui, ok, je sais, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Donc ne pas avoir l'air trop mort de faim, être à l'aise avec ses tarifs, se sentir cohérent avec eux et surtout kiffer sa profession, quoi. C'est le plus important. Tout à fait. Et ne pas se laisser dégoûter par des choses d'ordre logistique, même si ça prend de la place et ça occupe un espace considérable dans la tête, et ne pas se laisser bouffer par ce truc-là. Ou trouver des subterfuges pour faire des to-do, des choses comme ça pour se décharger. Merci beaucoup. Avec plaisir. Cool. Je ne sais pas encore si ce sera un épisode un grand, long ou deux petits. Je ne sais pas encore, on verra bien. Surprise. Mais merci à toi pour ton accueil, pour ce beau projet. Je te félicite, vraiment, c'est hyper cool comme initiative. Il y a le petit Salva qui nous regarde, en train de se rouler sur le bureau, qui est mignon, ce petit chat. En tout cas, vraiment, bravo à toi, continue. Tu es une personne inspirante aussi, donc c'est cool de discuter avec toi de tout ça. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut!